Et vous regardez Midi Ensemble, la grande édition du dimanche, c'est désormais votre grand rendez-vous hebdomadaire. Tout de suite, place à nos chroniqueurs. Nous allons parler éducation avec vous, Myri Maman, les secrets de chef avec vous, Pierre Lévy, bonjour. Et nous partirons en voyage avec vous, Alice de Comarmont. Et puis dans quelques instants, nous recevrons Julia Ganancia pour parler innovation. Alors surtout, restez avec nous. On est parti avec un joli programme, vous allez voir. Et on commence avec vous, Myri Maman. Nous allons parler de jouets. Et en matière de jouets, vous êtes intéressée au goût de nos enfants et ce qui fait la différence finalement entre les petites filles et les petits garçons. Alors vous savez peut-être en Israël on va fêter Pessah, c'est la Pâque juive et à cette occasion les Israéliens offrent des cadeaux aux enfants un petit peu comme Noël en Europe. Et bien oui, donc je me suis intéressée à ce que voudraient les petites filles et les petits garçons. Alors première question Valérie, quel était votre jouet préféré ? Moi, je pense que je jouais quand même beaucoup à la poupée, plus loin que vont mes souvenirs. Et voilà, et donc ma deuxième question, évidemment, Alice, vous aussi, c'était plutôt la poupée ou... Ah non, moi j'étais plutôt garçon manqué en fait. C'est vrai. Et Pierre ? Les camions de pompiers, Non, vous jouiez à Barbie, je le sais, je m'en souviens. Faut pas le dire. Alors Alice, vous étiez plutôt garçon manqué, mais est-ce que vous jouiez quand même à la poupée ou pas du tout ? Un peu les deux. Ouais, et vous jouiez un petit peu à la poupée ou pas du tout ? Bien sûr, avec les filles. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut toujours un alibi aux petits garçons pour jouer avec des jouets de filles. Eh bien, évidemment, les magasins de jouets, eh bien, ils proposent autant de jouets de filles que de garçons, bien séparés. C'est valable en Israël comme en France d'ailleurs. Mais il y a un mais, les choses changent petit à petit. Et il y a des enseignes qui ont décidé de justement rendre mixtes ces rayons et de mélanger un petit peu, de ne pas donner de genre aux jouets. On écoute tout de suite la motivation. On ne communique plus aujourd'hui en 2013 dans nos prospectus de la même façon qu'on le faisait dans les années 80 ou 90. Tout a évolué, nos clients, nos magasins, les jouets également, donc tout ça nécessite une évolution. Et c'est vrai que le prospectus jouet était, pour ce point-là, terriblement traditionnel. Alors, on le disait, hein, les petites filles peuvent jouer avec des jouets de petits garçons. Les garçons, c'est un petit peu plus rare, il faut un alibi, la petite sœur, la copine, la voisine. Mais les filles, de plus en plus, hein, elles sont de plus en plus libérées et demandent même des jouets de garçons. Écoutez. Je vais peut-être demander un bateau téléguidé. Voilà. Il y a des voitures et moi, j'aime bien les voitures. Des jouets de garçons, des jouets de filles, c'est un peu la même chose pour moi. Myri, les parents, ils en pensent quoi de tout ça ? Mais écoutez, les parents aussi évoluent. Hein. Si de notre temps, les parents nous offraient d'office des jouets de filles pour les filles, des jouets de garçons pour les garçons, eh bien, ça change un petit peu. Écoutez. Les deux jouent à la dinette, les deux jouent aux voitures. Eux n'ont pas le même regard que nous avons en tant qu'adultes. Et voilà, donc jouer aux billes ou avec une toupie, ça leur fait autant plaisir. Ça, c'est face caméra, bien évidemment. Ce qui se passe dans les faits, c'est qu'il y a une vraie pression sociale. Une maman pourrait très bien acheter une voiture pour sa petite fille, mais imaginez, est-ce que vous achèteriez une poussette ou une poupée à votre petit garçon ? Je pense qu'on y réfléchit à 2 fois quand même. Si c'était fait de façon systématique, si on rencontrait qu'un univers de filles quand on est un garçon, si on rencontrait qu'un univers de garçons quand on est une fille, oui, ça pourrait finir par peser. Mais si c'est une expérience de temps en temps, non. Vous voyez, une expérience de temps en temps, évidemment, c'est pas gênant. Après, si on s'attarde, quand on est garçon, uniquement sur les jouets pour filles, là, les psychologues se disent qu'il y a un petit problème. Mais tout ça, c'est quand même très stéréotypé, vous trouvez pas ? C'est très stéréotypé. D'abord, on l'a dit, parce que malgré tout, eh ben, les filles et les garçons ont des goûts bien différents. Et puis, il faut savoir que les industriels du jouet eux aussi jouent là-dessus. Par exemple, il y a quelques années, eh ben, Playmobil a décidé de sortir une gamme entièrement dédiée aux filles avec des princesses. Idem pour Lego, on le voit à l'écran, des princesses, des ménagères, enfin voilà, alors que les Playmobil fonctionnaient très bien déjà chez les filles avant ça. En fait, les clichés ont la vie dure et même ils se réinventent, Valérie. Oui, alors on a l'impression qu'il y a évidemment un mélange des genres qui est en train de se faire et il y a évidemment des associations qui sont particulièrement énervées. Les jouets seraient-ils sexistes, Myri ? Alors évidemment, ce genre de jouets, les féministes, ça les fait bondir, hein, la dinette, l'aspirateur, le four à micro-ondes, le balai. Ça les fait bondir, mais il faut dire que certains jouets, vraiment, Valérie, sont sexistes. Regardez. Le bal magique. Toutes les princesses veulent aller au bal pour danser avec le prince.
Bravo! C'est toi que le prince a choisi pour une danse merveilleuse. Là, il faut dire quand même que J'ai je envie de pense dire, que... et puis quoi encore hein. Exactement. Donc il y a quelques jouets, on va dire que ce sont un petit peu des ratés. Voilà, sinon, les petites filles reproduisent ce qu'elles voient à la maison. Si effectivement à la maison c'est maman qui passe l'aspirateur et fait la vaisselle, eh bien c'est elles qui ont envie de le faire. Il y a quand même une différence entre faire l'aspirateur, passer l'aspirateur et puis jouer à la poupée quand même. Hein. Non, ça c'est évident. Puis les mamans, c'est elles qui mettent les enfants au monde. Bon, après, on reproduit un petit peu ce qui se passe à la maison. Et puis il y a des, on l'a dit, hein, c'est beaucoup les industriels du jeu qui jouent sur ce côté filles-garçons. Et c'est ça que dénoncent ces associations. Un Monopoly, par exemple. Vous aimez jouer à Monopoly ? Bien sûr. Voilà, eh bien un Monopoly pour filles. Très rose, trop rose pour moi, où au lieu d'acheter et investir dans des appartements, des hôtels, eh bien, on achète des boutiques de mode, alors que le Monopoly, comme on l'a dit tout à l'heure, Lego ou Playmobil, fonctionne très bien chez les filles sans qu'il y ait besoin de le rendre plus rose et plein de couleurs. Et puis je vais terminer malgré tout, les stéréotypes, alors est-ce que c'est inné ou acquis, que les petites filles préfèrent les poupées et les garçons les voitures, on ne sait pas. En tout cas, il y a eu une expérience il y a une dizaine d'années sur des chimpanzés, figurez-vous, à qui on a donné des poupées et des camions. Eh bien, figurez-vous que les petites femelles ont préféré jouer avec les poupées et les petits mâles ont préféré jouer avec les camions alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Comme quoi vous avez la réponse. Alors maintenant nous allons partir en vacances, en voyage avec vous. Alice, vous allez nous amener aujourd'hui au pays du bonheur. Oui. On le mérite, dites-nous. Vous le méritez, quoiqu'on est quand même pas mal ici. Hein. Je vous emmène, ce pays du bonheur, il est caché. Hein. C'est un tout petit pays, il est 47 km², sa taille est comparable à celle de la Suisse et la Belgique, vous le voyez sur le plan. Il est enclavé entre deux géants néanmoins, qui sont l'Inde et la Chine, et il est niché donc au cœur des montagnes himalayennes. Le Bhoutan a pour devise une nation pour un peuple, et dans les années 70, il a préconisé via son roi le bonheur national brut. Alors l'idée est la suivante, le développement ne peut et ne doit pas se faire à l'aune des chiffres de la croissance économique. Donc 4 piliers définissent le bonheur national brut. D'une part, la bonne gouvernance. Le deuxième pilier, c'est le développement économique durable. Le troisième, la protection de l'environnement. Et enfin, la préservation du patrimoine culturel. Alors pour vérifier tous ces indices, des équipes sont déléguées dans les villages pour vérifier l'application et sonder la population. Alors, comment ça s'applique dans les faits ? En ce qui concerne la bonne gouvernance, par exemple, l'accent est mis sur l'éducation. L'école commence chaque jour par une séance de méditation, ce qui laisse à penser pour nos sociétés occidentales. Et tout est vraiment axé sur le respect de l'autre, le don de soi. L'école vise à former des élèves en bonne santé, avec un socle de valeurs, et qui pourront devenir des citoyens heureux et des bons dirigeants. Je vous laisse écouter ces élèves qui semblent faire preuve pour leur âge d'une maturité assez étonnante. Regardez. At DFC, we have the 4-step process, that is feel, imagine, do and share. First, we feel bothered by a problem, then we imagine solutions and are empowered to take action and solve the problem. Finally, we share the results with other people in order to inspire them to do the same. We become the change we want to see in the world. Thank you. Alors on leur apprend aussi à bien manger, et ça vous concerne Pierre, on leur apprend à manger bio, parce que dans ce pays, le Bhoutan, l'écologie et le manger bio a une place aussi prépondérante. Le Bhoutan compte devenir le premier pays au monde à vivre d'une agriculture 100% bio d'ici 2020. Pour encourager cette conversion, le gouvernement soutient toutes les petites coopératives agricoles, et il va même jusqu'à proposer une assistance technique et donner des semences aux habitants. Chaque paysan bhoutanais est donc invité à cultiver son jardin et aussi à donner de ses cultures. Regardez, ils sont plutôt contents. Les légumes ne sont pas sains, c'est pourquoi on préfère la culture bio. Avez-vous entendu parler du bonheur national brut? Oui. Que je puisse aider les gens avec ce que j'ai et que les autres puissent m'aider avec ce qu'ils ont, c'est ça le bonheur national brut. Et la Constitution exige aussi que 60% du territoire soit recouvert de forêts, de manière à ce que l'empreinte carbone soit neutre. Et enfin, le 4e point, qui est la préservation du patrimoine culturel, passe par le port obligatoire de l'habit traditionnel, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et aussi par une autre priorité, la préservation du tourisme de masse. Alors justement, tout le monde peut partir là-bas ?
quelles sont les règles pour les touristes? Alors, le Bhoutan a ouvert récemment ses portes au tourisme en 1974 et la politique touristique est en effet un trait qui distingue le pays parce que... je crois que ça se paye très cher. Ça se paye très cher. Là-bas, hein. Déjà, seuls 100 000 touristes sont autorisés par an à rentrer dans le territoire et effectivement, un bonheur qui est très cher parce qu'il faut dépenser pour chaque touriste obligatoirement $250 par jour. Donc, c'est le gouvernement royal qui fixe les tarifs et tous les étrangers voyageant au Bhoutan doivent passer par une agence qui devra s'affranchir de ce tarif. Donc c'est pas donné, mais le bonheur coûte cher. Allez, pourquoi pas, on va se mettre en file d'attente. Aujourd'hui, nous allons parler de vin avec vous, Pierre Lévy, en Israël. On le sait, en gastronomie, il n'y a pas de bon repas sans vin, à boire avec modération, évidemment. Et les vins israéliens sont encore méconnus du grand public. Alors il y en a d'excellents. Le vin, c'est un intérêt économique, Pierre, mais aussi un intérêt touristique. Hein. Exactement, c'est un intérêt touristique. D'ailleurs, le logo du ministère du Tourisme, c'est une grande grappe de raisin, un petit peu comme celle que nous avons ici. Hein. C'est une grappe de raisin qui est portée par deux éclaireurs, et c'est à l'époque de Moïse qui avait envoyé des éclaireurs au pays de Canaan et qui vont rapporter du raisin. Donc la pour base fabriquer du vin. Du vin, exactement. On a retrouvé également excusez-moi, un pressoir, un pressoir très ancien de l'époque byzantine dans des fouilles et effectivement archéologiques à l'époque des Romains et donc à cette époque byzantine, on savait fabriquer le vin et on l'exportait déjà en Égypte. Donc effectivement, des dates, comme vous le disiez, très importantes dans l'histoire du vin. Il faut savoir qu'en 636, quand Saladin est arrivé, on a eu 14 siècles sans vin en Israël. Et puis en 1870, fin du 19e siècle, nous avons le baron Edmond de Rothschild qui apporte des grappes de raisin, des cépages, depuis son château Lafite Rothschild en France, à Bordeaux. Alors justement, quels sont les principaux cépages ici en Israël? Alors, on a beaucoup de différents cépages. On a du Grenache, on a du Cabernet Sauvignon, on a du Syrah, du Petit Syrah. On reste dans des cépages qui sont les cépages traditionnels que l'on a ici avec l'espèce de base du raisin qui est le Vitis vinifera. On a du Chardonnay, du Sémillon, et puis on a de très 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 bonnes choses que nous avons découvert récemment puisqu'il y avait une fête. Justement, on va y aller. Le monde du vin, c'est aussi la gastronomie et l'art. Et cette semaine a eu lieu une foire au vin à Zichron Yaakov, dans le nord du pays, une des plus grandes régions viticoles d'Israël. Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous pour découvrir le monde du vin et vous avez découvert des perles rares. Pierre Lévy, regardez, on regarde le sujet que vous avez réalisé en collaboration avec Samuel Calvo. Bonsoir et bienvenue à Midi Ensemble. Nous sommes actuellement au milieu des champs, au Gan Nadiv. C'est un Gan Eden en fait, un jardin d'Éden extraordinaire. On se retrouve au milieu d'œuvres d'art, on se retrouve au milieu de vignobles, on se retrouve au milieu de vignerons et tout d'un coup, on se retrouve avec des choses extraordinaires à déguster. On m'a mis un verre autour du cou, il est vide. Dans quelques instants, il va être plein. Ici, on est en plein milieu de la route des vins d'Israël. Hein. Oui, j'espère. En fait, ça a été comme ça il y a 100 ans. Et pour les dernières 30 ans, les Galilée, les Golan Heights, Judea Mountain, on peut prendre le couronne des meilleurs terroirs en Israël. Et pour moi, ça a été important de reporter le place de cette place. Parce que les barons, quand il est venu avec son œnologiste, ils ont savait que c'est bel terroir ici, à côté de la mer, comme la Provence, un peu que la sud de la France. C'est pour ça les cépages qu'on a ici, c'est le Grenache, le Mourvèdre, ça va très bien le Carignan. Une très très bonne huile d'olive. Alors nous allons tout de suite goûter l'huile d'olive. Voilà, ça se passe comme ça, on goûte l'huile d'olive.
Alors c'est extraordinaire, on est en plein milieu d'Israël et l'actualité nous rejoint puisque Cuba ouvre ses frontières et ici, en plein milieu d'Israël, une sculpture à base de bouteilles de vin par un artiste cubain qui est avec nous. Hello. Bonsoir, enchanté de vous rencontrer, bienvenue en Israël. Alors expliquez-moi, que représente votre œuvre d'art? Ça représente un arc-en-ciel avec toutes les couleurs que l'on peut lui associer. L'arc-en-ciel rend les gens heureux, tout comme le vin. Extraordinaire. Donc nous sommes ici au milieu d'Israël avec un artiste cubain qui m'explique que finalement cette œuvre d'art représente l'arc-en-ciel, la vie, avec ici le verre, les verres que nous avons dans la main et qui représentent le tonneau du vin, c'est-à-dire l'essence et le début de la création de cette magnifique œuvre d'art. En majorité, c'est du Syrah, mais il y a du Petit Verdot, du Carignan et du Mourvèdre. Tous ces vignobles appartiennent à ma famille. Ils sont tous à Binyamina, qui est un village proche de Zichron Yaakov. Combien de bouteilles produisez-vous chaque année? Oh, ça dépend. Entre 2500 et 3500. Merci beaucoup. Direct du tonneau. Ça vaut le coup, hein. Je sais pas comment on va terminer la soirée, mais ça vaut le coup. J'ai le plaisir d'accueillir Julia Ganancien. Nous parlerons d'innovation avec vous dans quelques instants. Dites-moi, vous l'avez terminé comment la soirée? Très bien. Et d'ailleurs, Julia, vous arrivez toujours au bon moment parce que c'est justement le moment où Pierre Lévy va nous faire sa dégustation. Exactement. Alors, on était à Zichron Yaakov, c'est 17 000 habitants, c'est juste en dessous. Alors ici, vous avez Zichron Yaakov, 17 000 habitants, juste en dessous de Haïfa. Oui. On a l'impression d'être dans les buttes Montmartre, Oui. à côté de Saint-Paul-de-Vence. C'est un mélange, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça que vous avez Alors mis là ça, sur la bouteille de vin? c'est ce qu'on appelle un appareil qui va permettre d'aérer le vin. Vous allez voir, c'est très drôle quand on va le verser. Alors je ne sais pas quelle caméra va pouvoir regarder ça. Allez, et on y va. Voilà, et on y va. Et vous voyez... Très bien. Donc ça permet d'aérer. Alors pourquoi vous avez choisi d'ouvrir cette bouteille, Pierre Lévy? C'est celle que vous préférez? C'est une des perles rares que j'ai découvertes. C'est du Carignan. C'est une petite vigne. Donc, et tous ces vins-là sont cachers, je le précise. Donc pour ceux qui disent que les vins cachers ne sont pas bons... Les vins cachers sont très bons. Voilà. Les vins cachers, il y a des très bons vins cachers. Voilà, dit. exactement. Il y a de très bons vins cachers. Ici, vous avez donc un vin d'un petit producteur, 95% de Carignan, 5% de Grenache. C'est une vieille vigne du Mont Carmel. C'est on voit la couleur qui est magnifique. C'est un vieux rubis. Au nez, une robe, donc rubis. On sent la prune, magnifique. Non. Vous avez terminé votre chronique. Je vous laisse. Alors je bois. Encore. Alors. Excellent, vraiment Alice, très bien. Allez-y. Je vais vous en servir. Faites tourner quand même, hein. Faites vos chroniques et je vous prépare des petits apéros pour tout à l'heure. Allez, on va tout de suite passer à Julia. Alors Julia, vous allez nous parler d'innovation. Votre téléphone pour améliorer votre vision. Voici une innovation que certains vont apprécier. La société israélienne Glasses Off propose rien de moins que d'utiliser son smartphone pour reprendre le contrôle de sa vision. Dites-nous en plus, un téléphone qui remplace les lunettes, c'est ça? Presque. C'est presque ça. En fait, c'est une application qui est désormais disponible en français. On la télécharge et elle permet un peu finalement d'abandonner ses lunettes de lecture. En fait, elle va nous proposer des exercices qui vont nous permettre d'entraîner notre cerveau pour finalement limiter la dépendance aux lunettes. Alors vous savez que plus de 80% des individus de plus de 40 ans commencent à avoir les effets inévitables de l'âge sur leur vision, n'est-ce pas? Et du coup, eh bien, c'est fatigue de l'œil, un peu mal à la tête, ralentissement de la lecture. Et donc, cette société israélienne... Une fois que vous avez vu Pierre Lévy et que vous avez bu trop de son vin, c'est ça? Voilà, il faut utiliser... Je pense que je vais utiliser cette application. Allez, on regarde très vite le VTR, le petit sujet sur cette application. Si vous avez plus de 40 ans, vous dépendez probablement de vos lunettes de lecture pour vos activités quotidiennes, comme lire le journal ou écrire des SMS. Cela est dû au phénomène naturel de diminution de la capacité d'accommodation des yeux. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas d'autre option. Considérez les lunettes de lecture comme une étape inévitable du vieillissement. Mais désormais, vous avez le choix. Comment ? Nos yeux servent de détecteur d'images.
Mais l'interprétation de ces images se déroule dans notre cerveau, où des millions de synapses traitent les informations reçues. Glasses Off est une solution scientifiquement reconnue qui permet de compenser la détérioration naturelle des yeux en stimulant le cerveau et sa capacité à traiter les images reçues. Avec seulement 3 courtes séances par semaine pendant 2 à 3 mois, vous pourrez vous libérer de vos lunettes de lecture. Les participants ont réduit en moyenne de 8 ans et demi l'âge de leur vision et ont pu améliorer de 80% leur acuité visuelle de près, ce qui leur a permis de lire à nouveau sans lunettes. Julia, comment ça marche? Combien ça coûte? Alors, ça marche, ça fonctionne avec toutes les principales plateformes que propose le marché, donc iOS et Android. On télécharge l'application, mais alors attention, d'abord on va nous proposer un test, parce qu'en fait, une personne comme moi qui a moins de 40 ans ne va pas forcément être sujette à ces problèmes et ça va pas forcément la concerner. Donc, ça ne peut servir qu'à certaines personnes. Ça marche par abonnement, c'est 10 € par mois, et pour que ça fonctionne vraiment, il faut un traitement, entre guillemets, de 3 mois. Merci beaucoup Julia, merci Pierre, merci Alice, c'est déjà la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ces 2 heures en votre compagnie, que le temps passe vite avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Midi Ensemble. N'oubliez pas notre hashtag i24 Midi Ensemble, disponible pour vous 24 heures sur 24. Surtout, restez avec nous, vous êtes sur i24 News, votre chaîne info. Surtout ne zappez pas, merci de votre fidélité à nos programmes. Chine.